Le jour où j'ai retrouvé ma dignité. Le jour où ma belle-fille m'a dit de partir, j'ai réalisé que j'avais enfin gagné ma liberté. Mais laissez-moi commencer 3 mois plus tôt, quand je ne savais pas encore que chaque humiliation silencieuse me rapprochait de ma victoire. J'étais assise dans le salon de Charleston, ce salon aux murs blancs immaculés que j'avais payé, regardant ma belle-fille Jessica réorganiser encore une fois les coussins que j'avais osé déplacer. Ses gestes étaient précis, calculés, comme si elle effaçait minutieusement toute trace de mon passage. À 63 ans, j'avais appris à reconnaître ce langage corporel, l'irritation contenue, le mépris poli, la tolérance forcée d'une femme qui supportait ma présence comme on supporte un meuble encombrant hérité d'une grand-tante. « Maman », dit-elle sans me regarder, utilisant ce terme qui sonnait comme une obligation administrative dans sa bouche, « il faudra que vous rangiez vos tisanes dans le placard du fond. L'armoire de la cuisine, c'est pour nos affaires. » Nos affaires. Jamais mes affaires, jamais mes habitudes, jamais ma place dans cette maison que j'avais littéralement construite avec mes économies d'une vie. Je me suis contentée de hocher la tête, comme toujours. Mais cette fois, quelque chose s'est durci dans ma poitrine, une petite graine de colère qui a commencé à germer dans le silence de mon acquiescement. Vous connaissez cette sensation, n'est-ce pas? Ce moment où l'on réalise qu'on a été trop gentille, trop accommodante, trop invisible pendant trop longtemps. Mais ce que Jessica ne savait pas, ce que mon fils Thomas ne savait pas, c'est que l'invisibilité peut être une arme redoutable quand on sait comment s'en servir. Cette nuit-là, allongé dans la petite chambre d'amis qu'il m'avait généreusement prêtée, cette chambre où j'avais installé mes affaires en pensant naïvement que c'était temporaire, il y a 4 ans j'ai fixé le plafond en me remémorant chaque sacrifice, chaque concession, chaque fois où j'avais dit oui quand tout en moi criait non. Le versement initial de la maison, 80 000 $ de mes économies. Juste un prêt, maman, on te remboursera dès que Thomas aura sa promotion. Cela faisait 3 ans qu'ils attendaient cette promotion mystérieuse. Les travaux de rénovation, encore 30 000. Tu comprends, avec les enfants qui grandissent, on a besoin d'espace. Et puis, tu profiteras aussi des améliorations. Les frais d'université de Jessica pour son master en marketing, 22 000 $. C'est un investissement pour notre famille, maman. Quand j'aurai mon diplôme, on pourra mieux t'aider. Chaque chèque signé avec l'espoir d'acheter ma place dans leur vie. Chaque sacrifice financier camouflé en investissement familial. Chaque don déguisé en prêt pour préserver leur fierté masculine et féminine. Le lendemain matin, j'ai observé le ballet matinal de la famille. Thomas qui buvait son café en consultant son téléphone, Jessica qui préparait les lunchbox des enfants avec l'efficacité d'une chef d'entreprise, mes petits-enfants Chloé, 8 ans, et Lucas, 6 ans qui couraient partout en cherchant leurs chaussures. Une chorégraphie parfaite dont j'étais le décor, pas l'actrice. « Grand-maman, » a dit Chloé en s'approchant de moi, « tu peux m'aider avec mes lacets. » Mais avant que je puisse répondre, Jessica était déjà là, s'agenouillant devant sa fille avec un sourire patient mais ferme. « Chérie, il faut apprendre à faire ses lacets toute seule. Grand-maman n'est pas toujours là pour t'aider. Grand-maman n'est pas toujours là. » Cette phrase a résonné dans ma tête comme un présage. Avait-elle dit cela innocemment, ou était-ce déjà le prélude à ce qui allait suivre? Thomas a levé les yeux de son téléphone juste assez longtemps pour dire « Maman, n'oublie pas que ce soir, on reçoit les collègues de Jessica. Tu pourrais peut-être, je ne sais pas, aller voir un film ou quelque chose. » Traduction, disparaît, tu n'es pas présentable pour nos relations professionnelles. J'ai souri et acquiescé, comme d'habitude. Mais cette fois, j'ai ajouté quelque chose qui a dû les surprendre, bien sûr, je trouverai quelque chose à faire. Au fait, j'ai rendez-vous chez le notaire jeudi prochain pour réviser quelques papiers. Thomas a froncé les sourcils. Quel genre de papier? Oh, des détails administratifs. À mon âge, il faut mettre ses affaires en ordre. Jessica a échangé un regard inquiet avec Thomas. L'argent, la succession, l'héritage, ces mots magiques qui révèlent soudain l'intérêt de ceux qui vous ignorent le reste du temps. Ce jeudi-là,
Assise dans le bureau feutré de maître Davison, j'ai étalé tous les documents sur son bureau en acajou. Les virements bancaires, les contrats de travaux, les factures d'université, et surtout, l'acte de propriété de la maison. Ce petit papier officiel qui portait toujours mon nom, et le mien seul. Madame Dubois, m'a dit le notaire en ajustant ses lunettes, je vois que vous êtes effectivement la seule propriétaire légale de cette propriété. Vos héritiers le savent-ils? Mon fils pense que nous sommes copropriétaires. Sa femme pense qu'ils sont propriétaires. Moi, je sais ce qui est écrit sur ce document. Le notaire a souri. Après 30 ans de pratique, il avait développé un 6e sens pour les drames familiaux qui couvaient sous les apparences bourgeoises. Que souhaitez-vous faire exactement? Je veux savoir quelles sont mes options. Toutes mes options. Il m'a expliqué mes droits avec la précision d'un chirurgien. Propriétaire unique, droit d'occupation, droit de vente, droit d'expulsion. Chaque terme juridique sonnait comme une note de musique dans une symphonie de possibilités que j'avais oubliées depuis longtemps. En rentrant ce soir-là, j'ai trouvé la maison vide. Un petit mot sur le comptoir de la cuisine, cette cuisine que j'avais financée m'informait qu'ils étaient sortis dîner en famille. Il restait du plat de hier dans le frigo pour toi. Disent T&J. Du plat de hier. Pour la femme qui avait rendu possible leur aujourd'hui et leur demain. J'ai mangé debout dans la cuisine silencieuse, regardant par la fenêtre le jardin que j'avais vu naître. Les rosiers que j'avais plantés, la terrasse que j'avais payée, l'abri de jardin où mes petits-enfants jouaient avec les jouets que j'avais achetés. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais pas en colère. J'étais au-delà de la colère. J'étais dans cette zone de calme terrifiant où les décisions se prennent avec la netteté d'un diamant qui tranche le verre. Le week-end suivant, lors du brunch dominical, cette tradition que j'avais instaurée et qui s'était transformée en corvée pour eux, Jessica a lâché la phrase qui a tout changé. « Maman », a-t-elle dit en découpant ses pancakes avec la précision d'un scalpel, « Thomas et moi, on a beaucoup réfléchi. On pense que ce serait mieux pour tout le monde si vous trouviez votre propre appartement. Les enfants grandissent, ils ont besoin d'espace, et vous auriez plus d'intimité. » Thomas n'a même pas levé les yeux de son journal. Lâche. 28 ans que je l'avais porté, élevé, soutenu, et il laissait sa femme faire le sale boulot. C'est pas que vous n'êtes pas la bienvenue, a continué Jessica avec ce sourire en plastique que portent les vendeuses quand elles vous annoncent que l'article que vous voulez n'est plus en stock. Mais on a tous nos petites habitudes, nos petites manies, et parfois ça peut créer des tensions. Mes petites manies. Comme boire du thé au lieu du café. Comme regarder les informations françaises sur ma tablette. Comme exister dans l'espace qu'il habitait grâce à moi. J'ai posé ma fourchette délicatement sur mon assiette. Le petit bruit métallique a résonné dans le silence soudain. Même les enfants avaient arrêté de bavarder. Vous avez raison, j'ai dit d'une voix parfaitement calme. Il est temps que chacun trouve sa place. Jessica a eu l'air surprise de ma docilité. Elle s'attendait probablement à des larmes, des supplications, du chantage affectif. Elle ne me connaissait décidément pas. Ce lundi matin, dès que Thomas est parti au travail et que Jessica a emmené les enfants à l'école, j'ai sorti ma valise. Pas toutes mes affaires, juste l'essentiel. Il ne fallait pas qu'il se doute de quoi que ce soit. J'ai appelé un taxi et je me suis fait conduire au Magnolia Inn, cette charmante auberge du centre-ville de Charleston que j'avais toujours admirée lors de mes promenades solitaires. La propriétaire, une femme de mon âge aux cheveux argentés et au sourire chaleureux, m'a accueilli comme si elle m'attendait. Je cherche une chambre pour quelques semaines, j'ai dit. Le temps de régler quelques affaires. Bien sûr, ma chère. La chambre Magnolia est libre, elle donne sur le jardin. Vous verrez, c'est très paisible. Paisible. Quand avais-je vécu dans la paix pour la dernière fois? De ma nouvelle chambre, j'ai appelé maître Davison. Je veux vendre la maison. Le plus rapidement possible. Madame Dubois, êtes-vous certaine? C'est une décision importante, et vos héritiers? Mes héritiers viennent de me demander de partir de chez moi. Je leur facilite la tâche. Il y a eu un silence. Puis,
Je connais un promoteur qui cherche exactement ce type de propriété dans ce quartier. Avec le marché actuel, nous pourrions conclure en moins de 2 semaines. Parfait. Pendant 3 jours, je n'ai pas répondu à leurs appels. Mon téléphone vibrait sans cesse. Thomas, Jessica, Thomas, Jessica, encore Thomas. Des messages de plus en plus inquiets, puis franchement paniqués. Maman, où es-tu? Réponds, s'il te plaît, on s'inquiète. Maman, c'est ridicule, rentre à la maison. À la maison. Leur maison, qu'ils avaient décidé de ne plus partager avec moi. Le jeudi, j'ai signé chez le notaire. L'acheteur, un promoteur sympathique qui voulait diviser la propriété en 2 logements de luxe, m'a remis un chèque qui représentait non seulement le remboursement de tous mes investissements avec les intérêts, mais aussi un joli bénéfice. 20 ans d'inflation et l'essor du marché immobilier de Charleston avaient fait de mon sacrifice involontaire un placement remarquable. L'acte de vente sera enregistré lundi, m'a précisé Maître Davison. Les occupants actuels recevront la notification officielle d'évacuation mardi. Ce vendredi soir, confortablement installé dans le salon de l'auberge avec un livre et une tisane ma tisane, bu dans une vraie tasse en porcelaine, pas caché dans un placard, j'ai enfin décroché mon téléphone. Maman! Bon Dieu, où étais-tu? Ça fait 5 jours qu'on te cherche. La voix de Thomas était un mélange de soulagement et de reproche. Toujours cette tendance à me faire culpabiliser pour ses propres anxiétés. Bonjour Thomas. Je vais bien, merci de t'en inquiéter. J'ai suivi vos conseils. Nos conseils? J'ai trouvé mon propre endroit. Comme Jessica le souhaitait, nous avons tous maintenant plus d'espace et d'intimité. Mais, où es-tu? Dans un lieu charmant. Ne t'inquiète pas, je t'enverrai ma nouvelle adresse bientôt. Maman, c'est n'importe quoi. Rentre à la maison, on va parler de tout ça calmement. Thomas, mon chéri, tu vas bientôt comprendre que parfois, les décisions les plus importantes se prennent dans le calme. Embrasse les enfants pour moi. J'ai raccroché. Le mardi suivant, vers 11 heures du matin, mon téléphone a explosé. Appel, message, puis plus rien pendant 1 heure. Puis un torrent de communication hystérique. L'huissier était passé. Jessica a fini par réussir à me joindre. Sa voix était méconnaissable, au perché, tremblante. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai vendu ma maison, Jessica. Celle dont j'étais propriétaire. Celle que j'avais payée. Vous ne pouvez pas faire ça. On habite ici. Les enfants, l'école, mon travail. Vous avez 3 mois pour vous retourner, c'est ce que prévoit la loi. C'est généreux, vous ne trouvez pas? Vous êtes folle. Thomas, parle à ta mère. J'ai entendu mon fils prendre le téléphone. Sa voix était différente, plus grave, comme s'il réalisait enfin l'ampleur de ce qui venait de se passer. Maman, pourquoi? Parce que vous m'avez demandé de partir, Thomas. J'ai pensé qu'il était plus simple de vendre pour éviter les conflits. Maintenant, vous pouvez vraiment avoir votre intimité. Mais, l'argent, on t'avait donné de l'argent pour cette maison. Des prêts, Thomas, que vous n'avez jamais remboursés. Je considère que les 4 années de logement gratuit constituaient les intérêts. Il y a eu un long silence. Puis, plus doucement, où vas-tu habiter? J'ai acheté un petit appartement dans le centre historique de Charleston. Vue sur le jardin, 2 chambres, une pour moi, une pour les petits-enfants quand ils voudront venir me voir. S'ils le souhaitent, bien sûr. Cette précision n'était pas innocente. J'étais peut-être une grand-mère écartée, mais je n'étais pas cruelle. Les enfants n'avaient rien fait de mal. Les semaines suivantes ont été intéressantes. Thomas et Jessica ont essayé tous les registres. La culpabilisation, comment peux-tu faire ça à tes propres petits-enfants? La colère, tu es égoïste. La négociation, on peut acheter une part de la maison. Et finalement, l'acceptation résignée. Ils ont trouvé un logement plus petit dans la banlieue de Charleston.
Jessica a dû accepter un poste moins bien payé pour éviter de trop longs trajets. Thomas a découvert ce que signifiait vraiment payer un crédit immobilier sans l'aide de maman. Moi, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, le plaisir de vivre selon mes propres règles. Mon petit appartement dans Queen Street était baigné de lumière. J'ai accroché mes photos de France au mur, installé mes livres sur des étagères que j'ai choisis, acheté un service à thé en porcelaine de Limoges que j'avais toujours eu envie de posséder. Chaque objet avait sa place, chaque habitude était respectée, chaque décision m'appartenait. Les enfants sont venus me voir le premier week-end. Chloé et Lucas étaient un peu intimidés au début, ils n'avaient jamais vu grand-maman dans son propre espace, mais ils ont rapidement adopté la chambre que j'avais préparée pour eux. Des lits superposés, une petite bibliothèque avec des livres français et anglais, des jeux que nous pouvions faire ensemble sans que personne ne nous reproche le bruit ou le désordre. « Grand-maman », m'a dit Chloé en me serrant dans ses bras avant de partir, « j'aime bien ta nouvelle maison. Elle sent bon, et on peut rire fort. » Cette phrase simple a été ma plus belle récompense. 6 mois plus tard, assise dans le jardin de mon immeuble avec Maître Davison, j'ai signé mon Nouveau Testament. L'appartement, mes économies reconstituées grâce à la vente, mes bijoux de famille, tout irait à Chloé quand elle aurait 25 ans. En attendant, si quelque chose m'arrivait, un fonds en fidéicommis assurerait son éducation et son indépendance. Une clause particulière, ai-je précisé au notaire. Cet héritage ne pourra jamais être géré par ses parents. Seulement par elle, et seulement quand elle sera assez âgée pour prendre ses propres décisions. C'est inhabituel, mais parfaitement légal. Puis-je vous demander pourquoi? Parce que je veux qu'elle apprenne quelque chose que j'ai mis trop de temps à comprendre. On n'achète pas l'amour, on ne quémande pas sa place dans la vie des autres, et on ne doit jamais, jamais permettre qu'on nous traite comme un meuble dont on peut se débarrasser quand il ne convient plus au décor. Ce soir-là, en regardant le coucher de soleil depuis ma terrasse, que personne ne pouvait me demander de libérer, j'ai repensé à cette femme de 63 ans qui, 8 mois plus tôt, rangeait ses tisanes dans le placard du fond pour ne pas déranger. Cette femme existait encore en moi, mais elle avait appris quelque chose de fondamental. Le respect ne se quémande pas, il se commande. La dignité ne se négocie pas, elle s'impose. Et parfois, il faut perdre sa place pour découvrir sa valeur. Mon téléphone a vibré. Un message de Thomas. « Maman, Jessica et moi, on aimerait t'inviter à dîner dimanche. Pour parler. Pour essayer de reconstruire. » J'ai souri en tapant ma réponse. « Avec plaisir. Vous connaissez l'adresse maintenant. Disons 19 heures. J'ai une bouteille de Bordeaux qui n'attend que l'occasion. Parce que voyez-vous, la vraie victoire n'est pas dans la vengeance. Elle est dans le choix. Le choix de pardonner ou non. Le choix d'ouvrir sa porte ou de la garder fermée. Le choix de définir soi-même les termes de sa relation avec ceux qui vous ont fait du mal. Et maintenant, pour la première fois de ma vie d'adulte, tous ces choix m'appartenaient.